BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravi d'accueillir comme bibliothécaire. Marjorie, vous avez choisi un livre. Alors, donc Christian Chavagneux, vous avez brièvement parlé une fois en fin d'émission dans la dernière minute et qui a retenu notre attention. Et vous allez voir, ça vaut le coup, c'est Histoire des épices au Moyen-Âge, Marjorie. Oui, et comme son nom l'indique, ça parle d'histoire et d'épices, mais pas que. On est vraiment en fait à la croisée entre la géopolitique, l'économie et la cuisine, bien sûr. Alors aujourd'hui, les épices, elles servent surtout à relever nos plats, mais à l'époque, c'était des produits de riches, d'opulence, et c'est ce que montre justement l'auteur Michel Ballard. Alors justement, Marjorie, dites-nous quelques mots sur Michel Ballard. Il est professeur d'histoire en fait à Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste du Moyen-Âge et c'est aussi un ancien membre de l'école française de Rome. On lui doit notamment une quarantaine d'ouvrages sur le lien entre monde latin et monde byzantin. Alors, ce qui montre bien, c'est le côté exceptionnel des épices à l'époque. C'est-à-dire qu'avoir des épices sur sa table, c'était vraiment le must absolu, quoi. Exactement, que ce soit le clou de girofle, la cannelle, le gingembre, c'était aussi un symbole de bonheur. Et on pensait même, figurez-vous, que jusqu'au Xe siècle, que les épices descendaient directement du paradis. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que ça servait à tout. Oui, en fait, les usages étaient vraiment multiples. En fait, c'était pour des médicaments, pour la teinture, pour la conservation, même pour le parfum. Par exemple, si on prend l'exemple du poivre, c'était utile pour la conservation de la viande notamment, mais c'était aussi utilisé comme remède contre l'atou ou encore l'asthme. Autre exemple, par exemple, la myrrhe, qui est une sorte de résine originaire du Yémen. Elle permettait d'embaumer les corps et elle était aussi utilisée en parfumerie grâce à son odeur de fruits. Alors, ce qui est effectivement intéressant, c'est la place que tenaient les épices dans le monde de l'époque, au Moyen-Âge, mais c'est surtout qu'on voit à quel point, finalement, les épices ont dessiné, finalement, la géopolitique et l'économie de l'époque, la mondialisation. Exactement, parce qu'il fallait aller les chercher, ces épices, il fallait aller créer des routes. Et on peut dire un petit peu que justement, cette espèce de quête, c'était un peu l'ancêtre de la mondialisation. Alors, dans un premier temps, ce sont les Arabes et les Mongols qui approvisionnaient l'Occident. Pendant longtemps, c'était Alexandrie, en Égypte, qui était le comptoir principal avec des produits venus d'Extrême-Orient. Et d'ailleurs, l'une des motivations des grands explorateurs, c'était justement les épices. Ils en ont eu marre de passer par les marchands étrangers et ils ont donc choisi de créer les routes pour s'y rendre eux-mêmes. C'est le cas de Marco Polo, par exemple, mais aussi de Vasco de Gama. Alors, ce qui montre aussi, c'est tout l'écosystème qu'il y a. C'est pas que les bateaux, les explorateurs et les épices. Exactement. Le système a dû complètement s'adapter. Par exemple, les cales de navires, elles ont dû être modifiées pour pouvoir transporter ces épices sans être abîmées. Et puis, il y avait un peu, comme au CAC 40, un peu aujourd'hui, tout un système de spéculation autour des épices les plus recherchées. Les prix variaient en fonction de l'arrivée des bateaux, de si les bateaux avaient croisé des pirates ou encore des politiques fiscales qui étaient appliquées par les pays qui avaient justement ces fameuses épices. Marjorie Adelson qui nous a donc présenté cette histoire des épices au Moyen-Âge. Et on continue de voyager, mais à notre époque, avec Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter. Vous allez découvrir sa moisson d'études glanées dans le monde entier. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on démarre notre tour du monde, le premier de l'année, avec l'économie palestinienne de Jérusalem face à l'occupation israélienne. Alors c'est un travail d'évaluation sorti il y a quelques jours seulement par le MAS, c'est l'Institut de recherche sur la politique économique de la Palestine qui est basé à Ramallah. C'est un travail qui est financé par le Fonds arabe de développement économique et social. Alors, ces économistes concentrent leurs propos sur Jérusalem-Est, intramuros, la partie palestinienne donc de la ville, la description d'un nouvel effondrement depuis que la guerre a éclaté avec les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Leur thèse est que l'État israélien ne fait en fait qu'accélérer l'exécution de plans destinés à briser la résilience des habitants en combinant un recours à la force armée et un recours au système judiciaire israélien. Le résultat, selon les auteurs,
et que la dépendance à l'activité israélienne va encore s'accroître dans les mois à venir. La capacité à faire émerger ou bien maintenir des alternatives locales de marché va être entamée, ce qui va amoindrir, disent-ils, le degré d'autosuffisance de Jérusalem-Est et de ses 311 000 habitants. Les matières premières pour les petits ateliers industriels ne rentrent plus, la main-d'œuvre dans la construction ne peut plus circuler. Autre activité très affectée, celle du tourisme, qui représente, nous disent-ils, autour de 40% des revenus de la ville. Le taux d'occupation des hôtels s'effondre, les faillites se profilent en nombre. Or, déjà en 2017, il y avait 1480 chambres de dénombrées. En 2021, il n'y en a plus que 763. Ah ouais. Et ça, on s'achemine encore en dessous. En conséquence globale, les recettes budgétaires disparaissent, ce qui immanquablement accroît le délabrement des services publics locaux de la ville. Or, les données sur l'endettement du secteur hospitalier, par exemple, se trouvaient déjà à un niveau particulièrement élevé. Les établissements scolaires également ont de plus en plus de mal à fonctionner au jour le jour. Le constat étant que nombre d'élèves et d'étudiants préfèrent renoncer. Ils deviennent ainsi des travailleurs sans qualification ou au chômage, avec, je cite encore, des risques sociaux considérables auxquels cette jeunesse de Jérusalem-Est est toujours davantage exposée. Avec les perturbations du trafic maritime dans la mer Rouge, Benaouda, on revient sur l'importance du canal de Suez pour les flux énergétiques mondiaux. Oui, effectivement, on a à l'esprit cette période de très forte tension en mer Rouge et en mer d'Arabie, avec les frappes de la rébellion yéménite Houthi visant certains navires commerciaux. D'où, en effet, l'intérêt de revenir dans un travail de mise en perspective, de recherche sur de précédentes périodes de perturbation autour de cette voie de transit pour 40% du commerce maritime mondial. Deux chercheurs saoudiens du centre Capsarc, qui se trouve à Riyad, nous apportent ici un nouvel éclairage sur ce qui s'est déroulé au début du printemps 2021. Souvenez-vous, c'était l'accident d'un immense porte-conteneur qui avait dévié de sa trajectoire et qui s'était retrouvé coincé dans une section à voie unique du canal de Suez. C'était la première fois, nous rappelle-t-il, que l'infrastructure fermait durant toute une semaine en raison d'un événement qui ne relevait pas d'un conflit. Mais le résultat est le même, somme toute. Raïd Mesnir et son co-auteur expliquent en détail comment cet échouage a encore exacerbé alors le chaos des chaînes d'approvisionnement du fait des confinements en période de pandémie. L'évaluation avancée des dégâts commerciaux à cause de l'Ever Given, c'est le nom du bateau, 400 millions de dollars. Pratiquement 90 tankers transportant du pétrole, du gaz naturel liquéfié sont restés bloqués dans un sens ou dans l'autre. Pour certains pays européens, et on le voit en détail, c'est intéressant, la Grèce en premier lieu, mais aussi les Pays-Bas, la France, l'Italie, ça a pesé, montant à l'appui. Et c'est là que les alternatives terrestres et maritimes possibles sont étudiées en détail dans ce document saoudien, et aucun, selon les auteurs, n'offre la même flexibilité, le même rapport coût-efficacité et les mêmes avantages opérationnels et logistiques que le canal de Suez. Il est irremplaçable, d'où, selon ces deux chercheurs, la nécessité, pour ce qui concerne les flux énergétiques en particulier, de s'assurer que cette infrastructure égyptienne vitale bénéficie de toutes les améliorations techniques requises pour le bien du commerce mondial. Alors, tout autre sujet, Benaouda, mais nous sommes à l'orée d'une année extrêmement sportive. On revient sur la VAR, la vérification vidéo des faits de jeu. En fait, alors, est-ce que la VAR atténue ou pas la partialité de l'arbitre de football professionnel? C'est une recherche économique, scientifique, par deux économistes universitaires, l'un brésilien, l'autre russe, qui est à Saint-Pétersbourg. Et ils s'interrogent ensemble à partir de 2279 matchs joués en Ligue brésilienne entre 2016 et 2021, la première ligue. Alors, 3 saisons avant, donc, et 3 saisons après l'introduction de cette technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage qui fait tant parler. Et c'est de la sorte qu'ils ont été en mesure de déterminer, encore une fois scientifiquement, un paramètre de partialité dans la prise de décision censée par nature être impartiale, celle de l'arbitre. On dépasse donc le seul cadre d'une activité sportive professionnelle. La machine objective en soi, a priori, est censée effacer le biais de l'injustice. Tadeu Gasparetto et Kirill Loktionov démontrent ici qu'elle perdure malgré tout, même si elle diminue. On passera sur toute la partie historique qui amène à la VAR. Les amateurs du sujet pourront aussi se référer à la méthodologie en fonction des critères et incidents de jeu modélisés par ces deux économistes. L'outil technologique, quoi qu'il en soit, a amené à ce que l'équipe
visiteuse, celle qui est a priori la plus vulnérable, se soit vue en moyenne attribuer moins de cartons jaunes, ce qui peut être interprété comme une imperméabilité accrue à la pression dans le jugement de l'arbitre. Mais lorsqu'il s'agit du carton rouge, c'est-à-dire de l'exclusion d'un joueur qui est amené par la vidéo et qui amène en quelque sorte l'impondérable de la partialité, alors on revient au même niveau supposé de partialité. Le VAR agit aussi comme un outil de renforcement, nous disent-ils, de l'expérience de l'arbitre dans sa prise de décision. Plus il est expérimenté, mieux il maîtrise l'instrument. Pour les auteurs, il y a toutefois une inconnue. Ils expliquent que leur modèle économétrique ne permet pas d'identifier les raisons pour lesquelles le biais, la partialité régresse. Ce qui, selon eux, doit amener des travaux scientifiques sur l'effet de telle ou telle pression psychologique dans la prise de décision d'un acteur dont dépend le bon fonctionnement d'une activité professionnelle. Celui dans le football permettrait alors d'éclairer ensuite l'effet de cette nature dans bien d'autres secteurs d'activité, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Absolument passionnant. Cette pièce qu'on versera au dossier ô combien animé sur la VAR. Tiens, on transmettra à nos camarades de RMC et de l'Afterfoot qui s'écharpent régulièrement sur le sujet. Voilà, on transmettra. Et bien voilà, c'est presque la fin de cette librairie de l'écho, sauf qu'il reste à vous présenter nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Bien, un livre qui porte sur, alors j'ai envie de dire la transition écologique, mais c'est pas vraiment ça, parce que le livre de Patrick Vivray et sa co-autrice nous dit, quand on parle de transition écologique, on nous dit toujours, ça va pas le aquabonisme, ou alors c'est l'effondrisme, on va tous mourir et tout. Non, il nous dit, c'est un philosophe, donc il nous dit, il faut prendre ça. C'est quoi le titre du livre, Christian ? comme une métamorphose. C'est la métamorphose, je crois. La métamorphose. Ça s'appelle, il me semble, que le titre. La traversée, voilà. Et en fait, pourquoi je pense à métamorphose ? Parce que Patrick Vivray et sa co-autrice nous disent, en fait, il faut penser la transition écologique comme une métamorphose de la chenille au papillon. C'est très dur de passer papillon quand on est chenille, mais tout le livre va nous détailler comment on peut y arriver et comment on peut y arriver en suivant leur rêve. Donc le rêve, c'est la résistance, c'est l'expérimentation, c'est la vision, et puis le dernier E, c'est celui de l'évaluation démocratique. Donc c'est un livre plutôt positif qui positive notre imaginaire vis-à-vis de la transition écologique. Ça va vous plaire, ça, Jean-Marc Daniel. Oui, il me va falloir beaucoup d'imagination. La chenille qui se transforme en papillon. Voilà, c'est tout à fait pour vous. Il est gentil en ce début d'année avec vous. Vous avez choisi quoi, Jean-Marc Daniel ? Alors, le dernier numéro de la revue de la documentation française, Les Cahiers français, qui est consacré au logement. Alors, c'est un problème dont on parle beaucoup. On annonce que ça va être la grande crise des années qui viennent. Là, il y a un dossier qui est assez factuel, et ils l'ont bien appelé le logement et pas l'immobilier. Il montre bien que le véritable enjeu, c'est pas la promotion immobilière en tant que telle, c'est notre vie quotidienne. Donc, ils regardent les problèmes des DPE, ils regardent les problèmes de la constitution des mégalopoles dans lesquels nous vivons, etc. Et donc, c'est un dossier qui est très informatique, assez complet, et que je recommande. Allez, moi je termine avec la 7e édition. C'est un bouquin annuel qui sort 40 innovations retail. Ce sont nos amis d'Aristide, pilotés par Rodolphe Bonas, qui publient ça tous les ans. Tous les ans, 40 innovations retail. Ils parcourent le monde pour nous faire part des expériences les plus délirantes en matière de commerce. Et vous verrez que cette édition 2024 ne manque pas d'idées originales. Je vous en cite une, moi par exemple, qui m'a bien plu. Ça s'appelle Finavia Relove. C'est le premier duty-free de la seconde main. Voilà, vous pouvez maintenant trouver des duty-free de seconde main. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.